Cynthia Forit, nous t'accueillons aujourd'hui. Nous allons t'écouter présenter ta thèse qui s'intitule Adaptation comportementale et cérébrale induite par la perte de vision centrale et l'entraînement visuel dans la dégénérescence maculaire, caractérisation du traitement des fréquences spatiales qui composent l'environnement visuel. Le jury aujourd'hui sera composé de Quentin Lenoble de l'Université de Lille, Stéphane Ramanoël de l'Université Côte d'Azur, Aurélie Calabrese de l'Université Aix-Marseille, et puis donc tes directeurs et directrices de thèse, Benoît Cotreau, qui est directeur de recherche CNRS à Toulouse, et Carole Pétrin, ici à l'UGA, directrice de recherche. Et moi-même, Marcel Zernizio, en tant que professeur des universités et président du jury. Voilà, donc ta soutenance va durer 40 minutes de présentation et puis ensuite nous passerons aux questions dans un ordre qu'on définira à ce moment-là. On t'écoute. Merci. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Je tiens également à remercier les membres du jury d'avoir accepté d'évaluer ce travail de thèse qui s'intitule Adaptation comportementale et cérébrale dans la dégénérescence maculaire, caractérisation du traitement des fréquences spatiales qui composent l'environnement visuel. Ce travail il a été co-dirigé par Benoît Cotreau et Carole Perrin et réalisé au sein du LPNC à Grenoble. Cette thèse elle s'inscrit dans le cadre du projet multicentrique REVISMD qui a été financé par l'ANR et est mené conjointement par le CERCO à Toulouse et le LPNC ici à Grenoble. La dégénérescence maculaire, c'est la première cause de cécité dans les pays occidentaux. Et la forme de dégénérescence maculaire la plus fréquente, c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge ou DMLA, qui apparaît donc avec le vieillissement. La forme juvénile de la dégénérescence maculaire, c'est la maladie de Stargardt. Elle va toucher des personnes qui sont plus jeunes. Cette pathologie visuelle, elle débute par l'accumulation de dépôts cellulaires jaunâtres au niveau de la rétine qu'on appelle des druselles et qui va être suivie à terme par une atrophie de la rétine au niveau de la macula. Donc, cette physiopathologie elle va entraîner des symptômes, notamment comme la baisse de l'acuité visuelle et l'apparition d'un scotome central, donc une perte de la vision centrale, comme représenté ici. Et ces symptômes, ils ont, vous vous en doutez, des conséquences importantes dans la qualité de vie des patients, puisqu'ils vont impacter toutes les activités quotidiennes pour lesquelles la vision centrale elle est importante, comme par exemple la reconnaissance des visages ou encore la lecture. Et pour pallier cette perte de vision centrale, la plupart des patients vont développer plus ou moins spontanément un ou plusieurs nouveaux points de fixation en dehors du scotome, qu'on appelle un locus rétinien préféré ou PRL. Concrètement, les patients ils vont bouger les yeux de telle façon que ce qui les intéresse dans l'environnement visuel, eh bien, ça se retrouve au niveau de ce nouveau point de fixation et ça va donc se projeter sur la partie préservée de la rétine. Le développement du PRL en dehors du scotome, en dehors de la fovea, ça va obliger les patients à utiliser des cellules rétiniennes périphériques qui ont des propriétés fonctionnelles différentes de celles de la fovea. Au niveau de la fovea, on va retrouver des cellules rétiniennes ganglionnaires parvocellulaires qui sont sensibles aux hautes fréquences spatiales. Concrètement, c'est la zone de votre rétine qui vous permet de percevoir les détails les plus fins de l'environnement visuel. C'est là que votre acuité visuelle elle est maximale. Et plus on s'éloigne en périphérie de la rétine, plus on va avoir une majorité de cellules ganglionnaires magnocellulaires qui sont sensibles aux basses fréquences spatiales, donc aux informations grossières de l'environnement visuel. Comme dans la dégénérescence maculaire, l'atteinte elle se situe au niveau central. Eh bien, les patients ils vont voir dans leur vision restante, au niveau de leur PRL, majoritairement en basse fréquence spatiale. Donc, ils vont avoir accès à une information qui est floue et de mauvaise qualité. Les spécificités fonctionnelles des cellules rétiniennes périphériques, qui ne sont donc pas capables d'extraire les détails fins comme le feraient les cellules de la fovea, elles peuvent donc limiter l'efficacité de cette stratégie oculomotrice et donc expliquer en partie la persistance de déficits qu'on observe dans la vision résiduelle des patients. Donc ça nous amène dans un premier axe de cette thèse à vouloir objectiver les déficits des patients au niveau comportemental dans leur vision restante périphérique, et puis aussi à étudier l'impact de la lésion de la rétine centrale sur leur fonctionnement cérébral. Et ce travail sur les patients qui ne perçoivent plus en vision centrale, eh bien, ça nous amène aussi à nous intéresser à l'importance finalement de la vision périphérique,
et notamment à considérer les interactions qu'il y a entre les informations disponibles en vision centrale et les informations disponibles en vision périphérique dans des conditions normales. Donc ça, c'est l'objet de l'axe 2 de cette thèse. Je vous propose de débuter par l'axe 1. Donc, on a de nombreuses études qui rapportent un déficit du traitement des hautes fréquences spatiales chez les patients atteints de dégénérescence maculaire. Et dans ce travail de thèse, on s'est focalisé particulièrement sur la catégorisation de scènes visuelles. Une série de précédentes études menées par l'équipe de Carole Perrin au LPNC a directement testé l'hypothèse d'un déficit du traitement des hautes fréquences spatiales chez les patients atteints de dégénérescence maculaire. Donc, les patients et les contrôles avaient pour consigne de catégoriser des scènes filtrées soit en basse fréquence, soit en haute fréquence spatiale, comme étant soit des scènes d'intérieur, soit des scènes d'extérieur. Et les auteurs faisaient l'hypothèse que les patients devraient présenter un déficit pour catégoriser les scènes en haute fréquence spatiale, mais pas pour catégoriser les scènes en basse fréquence spatiale. Et les résultats, ils vont bien dans le sens des hypothèses, puisque les auteurs observent systématiquement que les patients faisaient plus d'erreurs que les participants contrôle pour catégoriser les scènes en haute fréquence spatiale, mais leur performance, elle semblait relativement préservée pour les scènes en basse fréquence spatiale. Cette même équipe, elle a ensuite réalisé une étude en IRMF dans laquelle elle a mesuré les activations cérébrales de 4 patients atteints de TMLA lorsqu'ils réalisaient la tâche de catégorisation de scènes que je viens de vous présenter. Ces activations cérébrales, elles ont été comparées à celles de participants contrôle appareillés en âge. Lors de la catégorisation des scènes filtrées en basse fréquence spatiale, on retrouve bien une activation au niveau du cortex occipital chez les contrôles. Et cette activation, on la retrouve aussi chez les patients, en accord avec leur performance comportementale qui était relativement préservée pour les basses fréquences spatiales. Pour les scènes en haute fréquence spatiale, l'activation au sein de cette région, elle était bien préservée chez les participants contrôle. Par contre, si on regarde maintenant ce qui se passe chez les patients, eh bien, on observe que le déficit pour le traitement des scènes en haute fréquence spatiale s'accompagne d'une diminution de l'activité cérébrale au niveau du cortex occipital chez les patients. On observe aussi une diminution de l'activité au niveau de la PPA, donc une région spécialisée dans la perception des scènes, chez les patients par rapport au contrôle, toujours pour les scènes en haute fréquence spatiale. Cette étude elle suggère donc que les activations cérébrales qui ont été observées dans la dégénérescence maculaire, elles seraient étroitement liées aux capacités visio-cognitives mobilisées dans la vision résiduelle des patients. Dans cette étude, comme dans les précédentes études comportementales de l'équipe, l'objectif c'était d'évaluer les conséquences de la dégénérescence maculaire sur les capacités visio-cognitives de patients en les comparant à celles de participants contrôle appareillés en âge. Mais l'idée, c'était de rester dans des conditions de stimulation visuelle qui étaient proches du fonctionnement naturel. Donc ça implique en contrepartie que la quantité d'informations entre les deux groupes, elle n'était pas égalisée. En pratique, ça revient à comparer les performances comportementales et les activations cérébrales de patients qui sont stimulés uniquement dans leur vision résiduelle, donc majoritairement périphérique, à des contrôles qui, eux, sont stimulés dans l'entièreté de leur champ visuel. Donc, dans ces études, les participants contrôle ont bénéficié d'une quantité d'informations plus importante que les patients. Et ça pourrait expliquer en partie la diminution d'activité cérébrale qui a été observée chez les patients par rapport au contrôle, notamment au niveau du cortex occipital et de la PPA. Donc, l'objectif de ce premier axe de thèse, il était double et il a donné lieu à 2 études. D'abord, il s'agissait d'étudier les capacités comportementales et les activités cérébrales de patients atteints de dégénérescence maculaire, en les comparant à des contrôles appareillés chez qui on a égalisé la stimulation visuelle en ajoutant un scrotum artificiel. Ensuite, le deuxième objectif, ça a été de mettre en place un entraînement visuel spécifique chez les patients et donc chez les contrôles appareillés. Je vous propose dans un premier temps de voir la première étude. Pour information, on avait soumis les résultats de cette étude à la revue IOVS avant que je rende le manuscrit. Et depuis, notre article a été accepté et publié tout récemment en octobre. Donc, dans cette étude, on a inclus 7 patients atteints de dégénérescence maculaire atrophique bilatérale, dont 5 patients atteints de BPA et 2 patients atteints de la maladie de Stargardt, au sein des services d'ophtalmologie du CHU Grenoble-Alpes et du CHU de Toulouse. Et pour chaque patient, on a appareillé un contrôle en âge, en genre et en scrotum artificiel. Donc, je vais maintenant prendre un peu de temps pour vous expliquer comment est-ce qu'on a construit ce scrotum artificiel en prenant l'exemple pour une paire
patient contrôle. Dans un premier temps, on a commencé par faire des mesures ophtalmologiques chez le patient qui nous ont permis d'obtenir une image en autofluorescence comme celle-ci. À partir de cette image, les médecins ophtalmologues ont délimité les contours de l'atrophie du patient, comme vous pouvez le voir en jaune. On a utilisé cette mesure pour calculer le rayon du scotome en degrés d'angle visuel. Et ensuite, les médecins ophtalmologues ont estimé la position du PRL du patient et ses coordonnées par rapport à sa fovea. Donc, sur la base du rayon du scotome et des coordonnées du point de fixation préféré par rapport à la fovea, on a construit un scotome artificiel circulaire, comme représenté ici, qu'on a superposé dans le champ visuel du contrôle appareillé. Concrètement, si je superpose ce scotome artificiel pour ce contrôle, ça vous donne ça sur une image de scène. Et là, on demandait au contrôle de fixer une croix de fixation au centre du scotome artificiel pour que ça corresponde à la position de la fovea du patient. Puisqu'on demande au patient de fixer le centre du stimulus avec son PRL, et bien dans ce cas-là, sa fovea va se retrouver au même endroit que la fovea de son contrôle appareillé. Donc on va bien avoir la même projection rétinienne pour le patient et son contrôle appareillé. On utilise la même procédure pour les 6 autres patients, et donc on va obtenir un scotome artificiel différent pour chacun des contrôles, puisque la lésion rétinienne, elle est différente pour chacun des patients. Ici, vous avez une représentation des stimuli pour un contrôle, le contrôle que j'ai pris en exemple. Et donc, on a utilisé des scènes d'intérieur et d'extérieur qu'on a filtrées soit en basse fréquence, soit en haute fréquence spatiale. Les patients et les contrôles appareillés ont tous réalisé 2 expériences dans cette première étude. Une expérience à l'extérieur de l'IRM, l'expérience out MRI, et une expérience à l'intérieur de l'IRM, l'expérience in MRI. La première expérience, elle nous a permis d'acquérir des données comportementales dans des conditions qui étaient moins stressantes et moins contraignantes qu'à l'intérieur d'un scanner IRM. Et puis la seconde, elle nous a permis également d'obtenir des données comportementales, mais surtout d'avoir les activations cérébrales qui étaient associées, donc mesurées en IRM. Les stimuli étaient présentés pendant 150 millisecondes dans des blocs de scènes filtrées en basse et en haute fréquence spatiale. Et pour l'expérience in-MRI, ces blocs de stimuli étaient entrecoupés de blocs de repos qui consistaient simplement à présenter un écran gris. On demandait aux participants d'indiquer si les scènes représentaient plutôt une scène d'intérieur ou plutôt une scène d'extérieur. Concernant nos hypothèses comportementales, donc sur la base des précédents travaux, on s'attendait à ce que les patients fassent globalement plus d'erreurs que les contrôles, et particulièrement, on s'attendait à ce que ce déficit soit plus prononcé pour les hautes fréquences spatiales que pour les basses fréquences spatiales. Au niveau des hypothèses cérébrales, on s'attendait à une réduction de l'activation au niveau du cortex occipital et de la PPA chez les patients par rapport au contrôle. Et on voulait également tester l'hypothèse l'existence de mécanismes compensatoires qui seraient mis en place chez les patients. Donc pour ça, on a exploré les régions qui étaient plus activées chez les patients que chez les contrôles. Je vous présente ici les résultats comportementaux pour l'expérience out MRI à gauche et pour l'expérience in MRI à droite. Les 2 graphiques sont construits de la même façon, ce sont les pourcentages d'erreurs moyens pour les basses fréquences, pour les hautes fréquences. En rouge, ce sont les résultats pour les patients et en bleu, les résultats pour les contrôles. Vous avez également les résultats en fonction de la catégorie sémantique de la scène, intérieur, extérieur, mais par manque de temps, je ne vous présenterai pas ces résultats aujourd'hui. Dans les 2 expériences, on observe que globalement, les patients faisaient plus d'erreurs que les contrôles. Et ce déficit, il était plus marqué pour les hautes fréquences spatiales que pour les basses fréquences spatiales, en accord avec les travaux précédents. Concernant les résultats IRMF, on a mis en évidence 2 résultats principaux. Le premier, c'est qu'on observe que les contrôles ont des activations cérébrales plus importantes au niveau de la PPA et du cortex occipital que les patients. Et ce résultat, il est assez robuste, puisqu'en fait, on l'observe d'abord quand on fait une analyse en groupe. Donc, on compare les activations cérébrales du groupe de patients aux activations cérébrales du groupe de contrôle. Dans cette analyse, on observe clairement moins d'activation au niveau de la PPA ici, chez les patients que chez les contrôles, toutes fréquences spatiales confondues. Mais en fait, cette baisse d'activation, elle concerne surtout les hautes fréquences spatiales, ici en orange. Donc, ça va bien de pair avec le déficit comportemental des patients pour les hautes fréquences spatiales. On retrouve également ce résultat au niveau de chaque paire patient-contrôle. En fait, comme chaque patient et son contrôle avaient un scotome qui leur était propre, finalement,
on a fait une analyse qui nous a permis de comparer les activations de chacun des patients à chacun des contrôles. Et dans ce cas-là, on retrouve bien une baisse d'activation au niveau de la PPA pour les patients par rapport au contrôle. Donc, on retrouve bien ce résultat au niveau individuel. Et puis enfin, l'analyse en région d'intérêt, elle montre bien que l'activation au niveau de la PPA était réduite pour les scènes en haute fréquence spatiale chez les patients, ici en rouge, par rapport au contrôle, aussi bien dans l'hémisphère gauche que dans l'hémisphère droit. Donc on a bien 3 types d'analyses qui montrent bien un dysfonctionnement de la PPA chez les patients par rapport au contrôle. Le second résultat qu'on met en évidence, c'est que chez les patients, on observe des mécanismes de compensation pour le traitement des basses fréquences spatiales. On observe notamment des activations occipitales au niveau de régions qui sont associées à la vision périphérique, comme si finalement, à cause de leur déficit pour traiter les hautes fréquences spatiales, eh bien, les patients optimisaient le traitement des basses fréquences spatiales en vision résiduelle. On observe également une activation au sein d'une région clé pour le système visuel prédictif, qui est le gyrus frontal inférieur. Ce qui suggère que possiblement les patients pourraient utiliser les basses fréquences spatiales dans leur vision résiduelle pour faire des prédictions sur ce qu'ils ne perçoivent plus en vision centrale. Et puis enfin, un résultat particulièrement intéressant quand on sait que les patients développent un point de fixation préféré en dehors du scrotum, c'est qu'on observe une activation au niveau des champs oculomoteurs frontaux, suggérant que les patients vont possiblement encore surutiliser les basses fréquences spatiales dans leur vision résiduelle pour notamment maintenir leur fixation. Donc pour résumer, on a observé un déficit comportemental pour le traitement des hautes fréquences spatiales chez les patients. Et ce déficit, il était associé à un dysfonctionnement notamment de la PPA, malgré qu'ici on ait équilibré la stimulation visuelle entre nos deux groupes. En contrepartie, nos résultats ils suggèrent que les patients ils mettraient en place des stratégies de compensation sur la base des basses fréquences spatiales dans leur vision résiduelle, notamment pour maintenir leur nouvelle fixation, mais aussi possiblement pour faire des prédictions sur ce qui leur manque en vision centrale. Donc, ces résultats ils montrent que le cerveau des patients pourrait mettre en place des stratégies de compensation en surutilisant les basses fréquences spatiales de leur vision résiduelle. Mais on se demande quand même, est-ce qu'il n'est pas possible d'entraîner les patients à mieux traiter les hautes fréquences spatiales? Donc ça, c'est l'objectif principal de la seconde étude, de voir si finalement on peut entraîner le PRL des patients à mieux percevoir les hautes fréquences spatiales. Dans cette étude, on a proposé un entraînement visuel à 10 patients, dont 16 atteints d'AMLA et 3 atteints de la maladie de Stargardt. Comme dans la première étude, chaque patient était apparié en âge, en genre et en scotum artificiel à un contrôle. À noter que dans cet échantillon de 10 patients, on avait un patient très jeune atteint de la maladie de Stargardt et en fait, ce patient ne présentait aucun déficit sur la tâche de catégorisation de selles. Il avait des pourcentages d'erreurs qui étaient très proches de zéro, aussi bien pour les basses fréquences que pour les hautes fréquences spatiales. Donc, on l'a enlevé de nos analyses et je vais vous présenter ici les résultats sur un échantillon de 9 patients atteints de plus de âgés de plus de 50 ans. La méthode pour construire le scrotum artificiel et les stimuli qu'on a utilisés étaient strictement identiques à la première étude, donc je ne vais pas revenir dessus. Notre protocole comportait 14 sessions, une session pré-entraînement, une session post-entraînement et 12 sessions d'entraînement qui étaient réparties sur 4 semaines. Au cours de ces 14 sessions, les participants réalisaient la tâche de catégorisation de scènes que je vous ai présentée pendant la première étude. Lors des sessions pré- et post-entraînement, on a également effectué des mesures sur la santé mentale et la qualité visuelle des patients et aussi des mesures d'acuité visuelle. Et puis enfin, toujours lors de ces sessions pré- et post-entraînement, 8 de nos patients et leur contrôle ont réalisé la tâche en IRMF. Mais aujourd'hui, je vous présenterai que les résultats comportementaux. Donc, sur la base des résultats de la première étude, on s'attendait d'abord à répliquer les effets qu'on avait déjà observés. Et notamment, on s'attendait toujours à ce que les patients fassent plus d'erreurs que les contrôles. Et en fait, surtout pour les scènes en haute fréquence spatiale. Concernant l'effet de l'entraînement, on s'attendait à ce que l'amélioration post-entraînement soit plus importante chez les patients que chez les contrôles. Et également, puisque le déficit était particulièrement marqué pour les hautes fréquences spatiales chez les patients, on s'attendait à avoir un bénéfice plus important de l'entraînement pour les hautes fréquences spatiales chez les patients.
Je vous présente ici les résultats avant l'entraînement pour les basses fréquences spatiales à gauche et pour les hautes fréquences spatiales à droite, pour les patients et pour les contrôles. On a bien observé que les patients faisaient plus d'erreurs que les contrôles. Et le résultat le plus intéressant, c'est qu'on observe que chez les patients, les performances elles sont nettement plus mauvaises pour les scènes en haute fréquence spatiale que pour les scènes en basse fréquence spatiale, alors que cette différence n'a été pas significative chez les contrôles. Ce qui confirme bien le déficit pour le traitement des hautes fréquences spatiales chez les patients. Concernant maintenant l'effet de l'entraînement, ici on a observé que même si visuellement les patients ils semblent s'améliorer à la fois sur les hautes fréquences et sur les basses fréquences spatiales, en fait l'effet était significatif que pour les basses fréquences spatiales. Donc, cette seconde étude elle a permis de répliquer les résultats de la première étude avant l'entraînement. Notamment, on retrouve chez les patients un déficit marqué pour le traitement des hautes fréquences spatiales. Après l'entraînement, on a deux résultats principaux qui émergent. Le premier, c'est que les patients ils s'améliorent sur les basses fréquences spatiales. Mais par contre, on n'a pas observé d'amélioration globale pour les hautes fréquences spatiales. Si on fait une analyse en considérant la catégorie sémantique de la scène, eh bien, on observe une amélioration spécifique pour les scènes d'extérieur en haute fréquence spatiale chez les patients. Donc finalement, ces deux résultats, ils suggèrent que l'entraînement a permis d'optimiser l'utilisation de la vision résiduelle pour le traitement des indices globaux portés par les basses fréquences spatiales, mais aussi de mettre en place des compensations pour le traitement plus fin véhiculé par les hautes fréquences spatiales. Ce qui suggère donc l'implication possiblement de mécanismes compensatoires chez les patients qui impliqueraient notamment des processus prédictifs ou encore le contrôle oculomoteur. Cette étude elle confirme donc le déficit déjà marqué pour les hautes fréquences spatiales chez les patients et elle montre également l'intérêt d'une approche ciblée sur la vision périphérique pour compenser les déficits liés à la perte de vision centrale. Mais afin de mieux comprendre ces mécanismes d'adaptation, il nous semblait essentiel de mieux comprendre finalement le rôle de la vision périphérique dans un système visuel sain, et notamment par le biais des interactions entre la vision centrale et la vision périphérique. Donc ça, c'est précisément l'objectif de l'axe 2 de ce travail de thèse qui s'intéressait aux contributions respectives de la vision centrale et de la vision périphérique dans la reconnaissance des traits chez de jeunes adultes normaux-voyants. À noter que dans cet axe, par abus de langage, je parlais toujours de la vision périphérique en opposition à la vision centrale, mais en réalité, concernant la vision périphérique, on a plutôt manipulé ce qu'on pourrait appeler la vision parafoveale. Deux études récentes abordent directement cette question des interactions entre la vision centrale et la vision périphérique, dont une à laquelle j'ai pu contribuer dans mon stage de Master 1, et qui constitue donc un point de départ important pour les réflexions de ce second axe de thèse, donc que je vais vous détailler un petit peu ici. Dans cette étude de Trouillot et collaborateurs 2022, on a utilisé des stimuli composés d'un disque central et d'un anneau périphérique, qui étaient présentés très rapidement pendant moins de 100 millisecondes. Et ces stimuli pouvaient être soit sémantiquement congruents, comme ici par exemple avec une scène d'intérieur au centre et la même scène d'intérieur en périphérie, soit sémantiquement incongruents, avec par exemple une scène d'intérieur au centre et une scène d'extérieur en périphérie. Pour étudier l'influence de la vision périphérique sur la vision centrale, on demandait aux participants de catégoriser la cible centrale comme étant soit une scène d'intérieur, soit une scène d'extérieur, et d'ignorer le distracteur périphérique. Et puis pour étudier l'inverse, on demandait aux participants de catégoriser l'anneau périphérique et d'ignorer le distracteur central. Les résultats ils montrent un effet de congruence sémantique. Peu importe la position de la cible et du distracteur, les participants avaient une meilleure performance de catégorisation de la scène cible lorsque le distracteur était sémantiquement congruent que lorsqu'il était sémantiquement incongruent. Donc ces résultats ils suggèrent bien qu'il y aurait des interactions entre la vision centrale et la vision périphérique. Les collaborateurs faisaient l'hypothèse que l'influence de la périphérie sur le centre reposerait sur des mécanismes prédictifs top-down. En fait, selon les modèles prédictifs de la reconnaissance visuelle, les basses fréquences spatiales de l'image rétinienne, elles sont transmises très très rapidement au niveau du cortex visuel primaire et au niveau du système de reconnaissance, mais également au niveau du système prédictif qui se situe dans des régions frontales, de plus haut niveau, et notamment au niveau frontal. Donc ce système prédictif, il accéderait très précocement à une représentation globale et rudimentaire de la scène,
à partir de laquelle il générerait des prédictions sur la nature du stimulus. Ces prédictions, elles seraient ensuite renvoyées vers les aires de plus bas niveau et elles permettraient de guider le traitement des informations en haute fréquence spatiale qui sont véhiculées plus lentement. Or, comme je vous l'ai dit dans l'introduction de ce premier axe, les basses fréquences spatiales elles sont majoritairement disponibles en vision périphérique. Donc, Trouillot et collaborateurs faisaient l'hypothèse que si les interactions entre la vision périphérique et la vision centrale elles dépendent bien de processus prédictifs top-down, bien dans ce cas-là, l'effet de congruence de la périphérie sur le centre il devrait être plus important que l'inverse. Malheureusement, dans cette étude, on n'a pas observé d'avantage clair de la périphérie sur le centre. Et en fait, on sait qu'on peut également extraire des basses fréquences spatiales en vision centrale, qui pourraient potentiellement, du coup, impliquer dans des processus prédictifs à ce niveau-là. Donc, l'objectif de ce second texte de thèse, c'était de continuer le travail de Trouillot et collaborateurs, et notamment de tester l'hypothèse selon laquelle les informations véhiculées par les basses fréquences spatiales, elles seraient utilisées pour générer des prédictions, et ça, indépendamment de leur position sur la rétine. Pour ça, on a étudié plus précisément les interactions entre la vision centrale et la vision périphérique, et on a utilisé le même paradigme de congruence sémantique que je vous ai présenté dans 4 expériences psychophysiques menées chez de jeunes adultes normaux-moyens. Par manque de temps, je vais vous présenter que les expériences 1 et 4. Dans la première expérience, on a inclus 20 jeunes participants sans trouble visuel. Et donc, on a utilisé le même paradigme de congruence sémantique avec des stimuli composés à la fois d'un disque central et d'un anneau périphérique. Ces stimuli étaient sémantiquement congruents ou sémantiquement incongruents. Et ici, contrairement au paradigme de base, on a manipulé le contenu en fréquence spatiale des distracteurs, de façon à ce qu'ils soient soit en basse fréquence spatiale, soit en haute fréquence spatiale. Dans des blocs expérimentaux qui évaluaient l'influence de la vision périphérique sur la vision centrale, on demandait aux participants de catégoriser la cible centrale comme étant soit une scène d'intérieur, soit une scène d'extérieur, et d'ignorer le distracteur périphérique, filtré soit en basse fréquence, soit en haute fréquence spatiale. Dans des blocs expérimentaux qui évaluaient l'influence de la vision centrale sur la vision périphérique, on demandait aux participants de catégoriser la cible périphérique comme étant soit une scène d'intérieur, soit une scène d'extérieur, et d'ignorer le distracteur central, filtré soit en basse fréquence, soit en haute fréquence spatiale. Les participants avaient pour consigne de toujours bien fixer le centre de l'écran pendant toute l'expérience. Pour les aider, on présentait un point de fixation central avant l'apparition de chacun des stimuli. Et on a supprimé les essais pour lesquels les participants ont fait des mouvements oculaires. Pour chaque essai, on a mesuré l'exactitude de la réponse et le temps de réponse. On a formulé l'hypothèse que si les effets de congruence résultent bien de l'extraction rapide des basses fréquences spatiales, et bien dans ce cas-là, on devrait observer un effet de congruence plus important lorsque le distracteur était filtré en basse fréquence spatiale, que lorsqu'il était filtré en haute fréquence spatiale, peu importe sa position. On faisait également l'hypothèse alternative selon laquelle il n'est pas impossible que les effets de congruence y reflètent les propriétés rétinotopiques du traitement des fréquences spatiales. Dans ce cas-là, on devrait observer un effet de congruence uniquement lorsque le distracteur central est filtré en haute fréquence spatiale et uniquement lorsque le distracteur périphérique est filtré en basse fréquence spatiale. Je vous présente ici les résultats pour les pourcentages d'erreurs moyens à gauche et pour les temps de réponse correcte à droite. Les deux graphiques sont construits de la même façon. À gauche, ce sont les résultats lorsque les participants devaient catégoriser la cible centrale et ignorer le distracteur périphérique filtré en haute fréquence spatiale ou filtré en basse fréquence spatiale. Et à droite des graphiques, c'est lorsqu'ils devaient catégoriser la cible périphérique et ignorer le distracteur central filtré en haute fréquence spatiale ou en basse fréquence spatiale. En vert, ce sont les essais sémantiquement congruents et en rouge, les essais sémantiquement incongruents. Ce qu'on a observé, c'est un effet de congruence significatif uniquement lorsque le distracteur périphérique était filtré en basse fréquence spatiale et lorsque le distracteur central était filtré en haute fréquence spatiale. Donc, ces résultats ils suggèrent que les interactions entre la vision centrale et la vision périphérique elles dépendraient des propriétés rétinotopiques du système visuel pour le traitement des fréquences spatiales. Ces résultats ils sont cohérents avec l'organisation rétinotopique du traitement visuel. Les basses fréquences spatiales sont majoritairement extraites en vision périphérique et les hautes fréquences spatiales sont extraites en vision centrale. Mais cette première expérience, elle ne nous permet pas d'exclure la possibilité que les basses fréquences spatiales en périphérie elles soient impliquées
dans des mécanismes prédictifs top-down qui viendraient ensuite faciliter le traitement des informations en haute fréquence spatiale en vision centrale. Donc pour tester cette hypothèse, on a réalisé l'expérience 4 dans laquelle on a ajouté une condition contrôle dans laquelle le distracteur était un bruit sans information sémantique. On a également ajouté un délai entre le moment d'apparition du distracteur et le moment de l'apparition simultanée du distracteur et de la cible. En fait, on partait du postulat que la présentation simultanée de l'anneau et du disque central, ça ne permettrait pas au mécanisme prédictif, qui serait donc issu de l'anneau périphérique, de se développer suffisamment pour être observable dans nos mesures comportementales. Les stimuli utilisés étaient identiques à la première expérience. À noter qu'ici, on a gardé uniquement les conditions pour lesquelles on avait observé un effet de congruence dans la première expérience. Donc, la condition cible centrale, distracteur périphérique filtré en basse fréquence spatiale, et la condition cible périphérique, distracteur central filtré en haute fréquence spatiale. Lors de la tâche de catégorisation de la cible centrale, on présentait le distracteur périphérique filtré en basse fréquence spatiale 150 millisecondes avant la présentation simultanée de la cible et du distracteur. Et pour la tâche de catégorisation de la scène cible périphérique, on présentait le distracteur central filtré en haute fréquence spatiale 150 millisecondes avant la présentation simultanée des deux stimuli. Le distracteur était soit sémantiquement congruent, soit sémantiquement incongruent, soit un distracteur neutre sans information sémantique. Si l'intégration elle repose sur un mécanisme prédictif top-down, et bien dans ce cas-là, le distracteur congruent devrait venir faciliter la catégorisation de la cible. Donc on s'attendait à de meilleures performances lorsque le distracteur était sémantiquement congruent que lorsque c'était un distracteur sans information sémantique. Par contre, si l'intégration repose plutôt sur un mécanisme bottom-up, dans ce cas-là, le distracteur ne ferait que s'ajouter au traitement de la cible. Et donc, la condition neutre devrait donner de meilleures performances que la condition sémantiquement congruente. Et puis enfin, quel que soit le modèle, on s'attendait à ce qu'un distracteur incongruent vienne forcément perturber la catégorisation de la scène cible par rapport à une condition neutre. Ici, les graphiques sont construits de la même façon que dans la première expérience. En vert, ce sont les essais sémantiquement congruents. En orange, ce sont les essais avec un distracteur sans information sémantique. Et en rouge, les essais sémantiquement incongruents. Ici, pour les résultats, je vais me concentrer uniquement sur la condition congruente et la condition bruit, sans information sémantique, puisque finalement, ce sont les conditions qui vont nous permettre de départager nos deux hypothèses. Pour la tâche de catégorisation de la scène centrale, avec un distracteur périphérique filtré en haute fréquence spatiale, on a observé de manière assez nette un effet de facilitation. Les participants faisaient moins d'erreurs et ils étaient plus rapides pour catégoriser la scène centrale lorsque le distracteur périphérique était sémantiquement congruent que lorsque c'était un bruit sans information sémantique, ce qui va bien dans le sens de notre hypothèse d'un mécanisme prédictif top-down. Pour la tâche de catégorisation de la scène cible périphérique avec un distracteur central filtré en haute fréquence spatiale, on n'a pas mis en évidence d'effet de facilitation. On n'a pas observé de différence significative entre notre condition neutre et notre condition congruente. Donc pour conclure, cette expérience-là, elle nous a permis de mettre en évidence un effet de facilitation lors de l'influence des basses fréquences spatiales périphériques sur le traitement de la scène centrale, ce qui suggère bien l'implication d'un mécanisme prédictif top-down. Et par contre, on n'a pas mis en évidence d'effet de facilitation lors de l'influence des hautes fréquences spatiales centrales sur le traitement de l'information périphérique, ce qui suggère plutôt une intégration de type bottom-up. Je vais maintenant passer à la discussion générale de ce travail de thèse. Pour les 4 expériences de l'axe 2, elles nous permettent de proposer 2 mécanismes distincts qui seraient impliqués lors des interactions entre la vision centrale et la vision périphérique. Lors de l'influence de la vision centrale sur la vision périphérique, on a observé des effets de congruence sémantique assez faibles, assez difficiles à mettre en évidence, puisqu'on ne les a pas observés de manière systématique dans nos 4 expériences. On a également observé que très souvent, les performances de catégorisation elles étaient meilleures lorsque le distracteur était un distracteur sans information sémantique que lorsqu'il était sémantiquement congruent. Ça suggère que bien que les informations en haute fréquence spatiale centrale, elles contribuent directement à la reconnaissance grâce aux détails visuels, et bien en fait, elles semblent quand même interférer avec le traitement périphérique. Et ça, même finalement, lorsqu'elles sont sémantiquement congruentes. Comme si finalement, elles induisaient un coût de traitement cognitif supplémentaire. Cette terme de résultat nous amène donc à proposer
que l'influence de l'information en haute fréquence spatiale centrale sur la vision périphérique n'agirait pas via un mécanisme prédictif top-down, mais plutôt via une accumulation d'évidences de type bottom-up. Lors de l'influence de la vision périphérique sur la vision centrale, on a observé de manière assez claire un effet de congruence sémantique dans l'ensemble de nos expériences. Et dans l'expérience 4, on a mis en évidence un effet facilitateur. Concrètement, lorsque le distracteur filtré en basse fréquence spatiale en périphérie était sémantiquement congruent, la catégorisation centrale a été facilitée. Ces résultats ils suggèrent que l'information sémantique portée par les basses fréquences spatiales périphériques, elle pourrait initier des mécanismes prédictifs top-down qui viendraient ensuite guider le traitement en vision centrale. Au final, nos résultats ils suggèrent deux mécanismes complémentaires. Un mécanisme bottom-up qui serait lié aux hautes fréquences spatiales centrales et un mécanisme top-down qui serait lié aux basses fréquences spatiales périphériques. Pour aller plus loin, il nous semble essentiel de confirmer ces mécanismes avec de la neuroimagerie, et notamment de l'IRMF et de l'EEG. À travers l'axe 1, on a montré que les patients présentaient un déficit marqué pour les hautes fréquences spatiales, qui était cohérent avec leur perte de vision centrale. Ce déficit s'accompagnait d'une diminution de l'activation au niveau du cortex occipital et de la PPA. Mais en parallèle, on a aussi observé des mécanismes de compensation chez ces patients, avec une préservation notamment lors du traitement des basses fréquences spatiales en périphérie, qui est accompagnée de l'implication de mécanismes prédictifs au niveau du cortex frontal. Donc on suppose que les patients ils ont tendance finalement à générer des prédictions sur ce qu'il y a à l'intérieur du scrotum, pour décider par exemple s'il y a un intérêt pour eux à bouger les yeux ou pas. Et puis enfin, l'entraînement visuel, il a permis d'améliorer significativement le traitement pour les basses fréquences spatiales et même d'obtenir un gain sur certaines conditions en haute fréquence spatiale. Donc finalement, ces deux axes ils se rejoignent, puisque le premier, il montrait que les patients ils semblaient s'appuyer sur les basses fréquences spatiales en vision périphérique, possiblement via la génération de prédictions pour compenser la perte des hautes fréquences spatiales en vision centrale. Et le second il vient en quelque sorte préciser ces mécanismes en montrant que ces prédictions, elles s'initient justement à partir des informations globales disponibles en vision périphérique. Donc, autrement dit, nos résultats des axes 1 et 2, ils convergent vers la même idée que les patients, ils semblent tirer parti des basses fréquences spatiales disponibles dans leur vision périphérique pour guider leur perception et maintenir une reconnaissance qui est efficace de l'environnement visuel. Ces travaux et ceux auxquels j'ai pu participer dans le cadre du projet Révisalidé, qui montrent que finalement, on peut optimiser l'utilisation de la vision périphérique chez les patients. Et particulièrement, ce qu'on a montré dans un article qui est actuellement en révision, c'est que cette optimisation, elle n'est pas spécifique au traitement des scènes visuelles. En fait, ça peut aller sur d'autres fonctions visuelles de haut niveau, et en l'occurrence, dans le cadre du projet Révisalidé, on montre une amélioration comportementale sur une tâche de discrimination de mouvement. Ce qu'on a montré aussi, c'est qu'il n'y a pas seulement une amélioration comportementale, mais on a aussi des modifications au niveau cérébral chez les patients. Notamment pour la tâche de mouvement, on montre une activation plus importante au niveau de l'EMT chez les patients après l'entraînement. Donc ces résultats, ils ouvrent des perspectives cliniques importantes, puisqu'on peut imaginer des applications à d'autres fonctions, comme par exemple la lecture. Les résultats de ces deux axes, ils ouvrent également des perspectives non seulement pour le vieillissement pathologique, mais aussi pour le vieillissement normal. On sait qu'avec l'âge, la vision centrale, elle est altérée et on va avoir une baisse de l'acuité visuelle et une perte de sensibilité au contraste, mais aussi pour la catégorisation de stimuli en haute fréquence spatiale en vision centrale. Par contre, on sait encore très mal comment évolue la vision périphérique et le système prédictif au cours du vieillissement normal. Ce qu'on apprend dans cette thèse, c'est que les participants contrôle âgés, ils sont gardés de bonnes performances finalement pour traiter les basses fréquences spatiales en vision périphérique. Et en plus, on montre qu'on peut améliorer ses performances avec l'entraînement. Donc, il nous semble important de continuer à travailler sur le vieillissement normal, déjà pour pouvoir avoir des bases de données solides afin de mieux comprendre ce qui se passe dans le cadre du vieillissement pathologique, notamment de la DMLA, et puis pour explorer dans quelle mesure la vision périphérique elle pourrait permettre de compenser les altérations liées au vieillissement normal au niveau de la rétine centrale. Donc ça, c'est précisément l'objectif du projet ANR Repérage qui vient de débuter au laboratoire et qui va exploiter les paradigmes de l'axe 2 de ce travail de thèse.
Je tiens à remercier toutes les personnes nombreuses qui ont contribué à ce projet RISMD et puis également merci aux patients et aux participants et à vous pour votre attention.